Bonjour et bienvenue au Hub des Territoires. Je suis Alexandra Ringo-Bottman, responsable innovation verte à la Banque des Territoires. Et je suis ravie ce matin de vous accueillir au Hub en ligne et en présentiel pour cet événement dédié à l'innovation au service des territoires. Cet événement est une contribution de la Banque des Territoires à la 9e édition du mois de l'innovation publique. On a quelques jours encore jusqu'à la fin de novembre. Avant de lancer l'événement, quelques mots sur le Hub des territoires. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, le Hub, c'est un dispositif hybride qui vise à réunir et animer l'ensemble des acteurs territoriaux de l'écosystème de la Banque des territoires, à faire collaborer public et privé, à inspirer des réussites territoriales et à donner des clés pour accélérer la transformation des territoires. Pour cela, nous avons une programmation riche, déclinée en plusieurs formats, comme l'événement ce matin, mais également les ateliers, les rencontres, les débats, ou encore les résidences. Je vous invite à découvrir notre programmation en ligne. Les URL vont être mis dans le chat, ainsi qu'à vous abonner à notre newsletter. Alors, notre sujet du jour. Vous le savez tous, les territoires sont au cœur des enjeux de transition. Les défis écologiques, les mutations technologiques, cohésion sociale, les enjeux sont multiples. Et face à leur ampleur, face à l'urgence, il faut des réponses nouvelles, à la hauteur, concrète. Autrement dit, il faut innover. Disruptive ou incrémentale, stratégique, créatrice de valeur, l'innovation existe et foisonne dans bon nombre de secteurs. Aujourd'hui, nous allons donc donner la parole aux porteurs des dispositifs d'innovation au niveau national, au service des territoires, ainsi qu'au niveau local, afin de répondre aux questions suivantes. Comment engager les territoires à adopter une démarche d'innovation, à s'emparer des solutions concrètes? Comment favoriser la connexion innovation-territoire? Et comment implémenter au mieux ces démarches? Notre événement se déroule en 2 temps ce matin. Premièrement, un regard croisé pour adresser ces enjeux, suivi d'un temps de questions-réponses. Et ensuite, en deuxième temps, pour découvrir 3 services innovants portés par la Banque des Territoires, de manière plus en détail, plus concrète. J'accueille du coup sur scène et à distance nos intervenants pour cette première partie. Blandine Calcio-Godino, responsable du pôle écosystème et développement de la Banque des Territoires. Perrine Utkowski, entrepreneuse Urban Vitalise, un dispositif Startup d'État. Et en ligne, Anne-Sophie Vernet, Programme Manager Territoire Solutions au French Tech in Alps, et Laurent Delatte, chargé de mission numérique, chef de projet Smart City à la métropole Grenoble. Bonjour. 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 On les voit. Alors, je m'installe. Blandine, on commence avec toi. Toi aussi, tu penses qu'il faut innover et à tout prix? Oui, alors très clairement, il faut innover. Et pardon, peut-être pour revenir, je suis Blandine Calcio-Godino, responsable du pôle écosystème et développement de la Banque des Territoires. Et donc, je porte les sujets d'innovation à la Banque des Territoires. Et donc, évidemment, je pense qu'il faut innover, notamment dans une période où il y a des enjeux très forts en termes notamment de climat, transition écologique. Et donc, on a besoin de trouver des solutions rapidement et avec une économie de moyens. À tout prix, par contre, je suis plus réservée puisqu'il y a quand même une nécessité, quand on innove, de viser une mise à l'échelle, un déploiement des solutions, d'éviter le fameux syndrome dont on parle dans l'innovation, qui est le syndrome du POC jetable, c'est-à-dire qu'on fait un service innovant et puis finalement derrière, on ne vise pas un passage à l'échelle. On a un devoir de viser un passage à l'échelle pour éviter une dispersion, un gaspillage de temps, un gaspillage de moyens et donc avoir un certain nombre de méthodologies robuste, sans oublier pour moi un vrai devoir d'exemplarité de la Banque des Territoires. On peut innover, oui, mais pas n'importe comment, pas sur n'importe quoi, parce qu'on est extrêmement suivi, observé. Par exemple, en ce moment, on innove beaucoup sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et on est très très suivi sur ce sujet. Donc voilà, donc on ne peut pas innover de n'importe quelle manière. Et concrètement, comment innovez-vous au service des territoires à la Banque des Territoires?
Alors, toujours le premier point en termes d'innovation dans mon équipe, c'est vraiment de le faire en mode ouvert, innovation ouverte, et en s'appuyant en fait sur l'externe. Surtout ne pas réinventer ce qui existe déjà pour innover finalement plus rapidement, pour pouvoir tester rapidement. Mais ça impose de bien connaître les écosystèmes d'innovation, de bien les cartographier et de pouvoir s'appuyer donc sur des partenaires, des têtes de réseau pour connaître ces écosystèmes. Alors plus concrètement, à la Banque des Territoires, on va innover de deux façons. D'abord, directement, la Banque des Territoires en tant que telle, quand la réponse n'existe pas justement telle qu'elle sur le marché. C'est tout l'objet de notre Lab des Territoires qu'on a lancé il y a 4 ans et qui se positionne en intermédiaire, en tiers de confiance pour innover pour les collectivités. Donc le Lab des Territoires, c'est notre programme d'innovation ouverte de la Banque des Territoires qui vise donc à donner accès à tous les territoires, à des solutions innovantes, à des services numériques pour les accompagner dans les grandes transitions du moment. En imaginant bien sûr des services qui sont pensés pour eux, à la fois en termes de design et d'ergonomie. Donc, plus concrètement, comment on fait? On part d'un besoin en fait d'une catégorie de clientèle de la Banque des Territoires, collectivités, organismes de logements sociaux, entreprises publiques locales, etc. Et on va, au travers du Lab des Territoires, scanner le marché pour identifier déjà des premières pistes de solutions existantes qui sont portées à la fois par des acteurs privés ou publics. Et puis derrière, on va travailler directement avec des utilisateurs, avec des collectivités pour co-concevoir, pour tester plus spécifiquement une solution dédiée. Il va y avoir une adaptation d'interface, il va y avoir une intégration de données spécifiques. Et in fine, on va diffuser ce service en l'intégrant sur notre plateforme Banque des Territoires. Et là, les collectivités, les acteurs publics locaux pourront l'utiliser de façon gratuite. Aujourd'hui, on a déjà en fait plus d'une dizaine de services innovants qui ont été lancés avec 3 grandes finalités. La première, c'est mieux connaître son territoire, notamment grâce à la donnée. Alors, par exemple, on a lancé un service qui s'appelle DataVis Petite Ville de demain, qui fonctionne très bien et qui va permettre de visualiser des données de son territoire, de prendre en main les données de son territoire. C'est un enjeu clé pour notamment les plus petites collectivités. Un deuxième enjeu, c'est un enjeu d'aide à la décision vers une mise en projet. Et par exemple, on a le service qui s'appelle Mon Diag École. Mon Diag École, c'est un service 360 qui va permettre de vraiment voir de faire une première analyse de son bâti scolaire, à la fois en termes de consommation d'énergie, au niveau d'indicateurs de santé, en termes de réglementation numérique, d'usage, etc., pour justement après aller rénover son école. Et enfin, il y a toute une dimension de mise en réseau, de mise en contact, avec une dimension retour d'expérience dans ces services. Donc ça, c'est l'innovation directe au travers du Lab des Territoires. De façon plus indirecte, quand des solutions existent déjà sur le marché, là, on va plutôt veiller à faire une mise en relation en fait entre nos clientèles et ces solutions innovantes au travers principalement de dispositifs, notre Hub des Territoires, donc celui où on se trouve aujourd'hui, mais également une dynamique de marketplace où on va référencer un ensemble de solutions innovantes à mettre à disposition de nos clientèles. Et d'ailleurs, on a déjà lancé une première version d'une marketplace depuis 2018 quand même, donc on a une certaine expérience sur le sujet, qui est la marketplace Smart City, que je vous invite à aller découvrir sur notre plateforme banquedesterritoires.fr. Merci Blandine. Donc, j'entends plein de dispositifs à la Banque des Territoires pour innover. Peut-être question évidente, quels sont les facteurs clés de succès finalement pour déployer à grande échelle ces dispositifs et pas qu'ils soient utilisés en plus? Oui, alors c'est bonne question puisque c'est le plus complexe et effectivement que ces services puissent être diffusés. Mais en fait, c'est la même problématique. Il s'agit de services digitaux ou d'une dynamique de marketplace. À chaque fois, il faut d'abord partir des besoins des utilisateurs futurs, donc en l'espèce des collectivités principalement. Il faut il y a vraiment cette dimension d'ouverture, donc jouer ce rôle d'intermédiaire entre les solutions
solutions innovantes sur le marché pour éviter de refaire ce qui existe déjà. Je l'ai déjà dit, mais vraiment c'est important et j'insiste sur ce point. Toujours dans cette idée d'économie de moyens, donc mettre en relation acteurs publics et acteurs privés. Troisième facteur clé de succès, c'est de pouvoir conjuguer à la fois le côté pragmatisme, agilité, ouverture, innovation, mais également professionnalisation de l'innovation. Donc on a défini tout un process d'innovation au niveau du Lab des territoires qui va partir de la définition d'un concept en passant par le prototype, un premier niveau de service qu'on appelle dans le jargon un MVP, et ensuite on va le passer en industrialisation. Toutes ces étapes sont indispensables et à chaque fois on doit mesurer eh bien, comment les concepts, les services sont reçus par les futurs utilisateurs. Et enfin, dernier enjeu, et tous ceux qui font de l'innovation voient bien l'importance de ce sujet, il y a le sujet de l'industrialisation et du déploiement. Et là, il y a le fameux sujet du mur de l'industrialisation sur lequel on vient s'écraser quand on innove. Et donc, il faut arriver à dépasser ce mur et à vraiment s'inscrire dans un temps, là pour le coup, un peu plus long pour assurer une mise en marché efficace du service. Donc, d'un point de vue marketing, d'un point de vue de la commercialisation et une prise en main effective du service. Donc, à la fois à la Banque des Territoires par nos clientèles et puis par nos collaborateurs, donc dans nos directions régionales notamment. Du coup, j'entends déjà quelques éléments de réponse, mais peut-être pour insister un tout petit peu plus, on voit beaucoup dans des services et dans les dispositifs d'innovation, effectivement, ce mur d'industrialisation. Au-delà le fait que ça peut être déployé éventuellement, ou en tout cas dit industrialisé, il y a l'utilisation. Est-ce que vous avez à la Banque des Territoires et toi en particulier des conseils ou même des souhaits finalement de comment finalement augmenter cette utilisation? Alors c'est vrai qu'effectivement, l'utilisation va être clé. On souhaite que les territoires soient mieux outillés grâce à ces services, grâce à ces outils de la décision simplifiée, surtout de passage à l'action. C'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est le passage à l'action des territoires sur ces enjeux, notamment ces problématiques de transition écologique. Comment du coup rénover son bâti, donc repenser son bâti scolaire, comment lancer au-delà des projets de revitalisation, comment prioriser les rénovations dans son parc de bâtis publics. Pour cela, on a besoin de diffuser, on a besoin qu'il y ait une grande notoriété ces solutions, également une vraie prise en main par les collectivités. Et ça, c'est un défi aujourd'hui. Donc, on va surtout écouter, enfin moi, je vais humblement écouter ce qui va se dire dans la table ronde. À minima, je pense qu'on peut s'appuyer sur des partenaires, sur l'écosystème. Donc, il y a un fort relais pour nous indispensable des partenaires. Et puis, il y a tout ce qui est pair à pair, retour d'expérience de collectivités. Et là, je crois qu'on a une belle séquence aussi tout à l'heure, justement, pour montrer comment ces solutions innovantes peuvent être prise en main par des collectivités. Merci Blandine. Je tourne maintenant vers Perrine Rutkowski, qui représente donc le dispositif Startup d'État et plus précisément la solution Urban Vitalis. Bonjour Perrine. Bonjour. On va voir, j'espère en tout cas, quelques thématiques ressortir encore de cet échange et notamment ces sujets autour de augmentation de la diffusion, mais même le recherche toute initiale de besoins et à partir de ces besoins, comment créer une solution pertinente pour les collectivités. Comment est né Urban Vitalis? Peut-être pour raconter un peu l'histoire. Oui, alors en 2 mots, du coup, il faut bien que je dise ce que c'est. Moi, je travaille au CEREMA, donc une administration, pour le coup. Et ça fait un bout de temps qu'on voit le sujet friche. Hein, c'est quand même un sujet de ces 30 dernières années qui revient toujours plus ou moins d'actualité. Et le constat se fait qu'avec la politique du zéro artificialisation nette qui arrive sur les territoires, les friches deviennent un levier particulièrement important pour essayer d'éviter d'étaler les villes et donc de plutôt réutiliser le foncier qui a déjà été artificialisé et qui aujourd'hui aurait un peu perdu de son usage. Sauf que le constat, c'est que on a des friches, mais elles ne se revitalisent pas toutes seules. Alors oui, dans les zones où les territoires sont denses, où le foncier est attractif, bien sûr, là c'est jouable, économiquement c'est faisable, on a des acteurs privés qui arrivent, qui sont musclés sur le sujet et qui peuvent prendre les choses en main. Et
à tout l'inverse. On a des territoires où le foncier est tellement lâche et finalement il y a tellement peu de velléité de projet que bon, on va dire que c'est très compliqué de faire sortir une friche. Et puis il y a cette zone au milieu quand même et qui est de plus en plus importante. C'est des espaces où c'est jouable de revitaliser une friche, mais c'est compliqué d'aller chercher les bons acteurs, les bons financements, de savoir comment s'y prendre, d'éviter de tomber dans les gros problèmes et pour éviter les écueils plus tard. Et c'est pas grave si j'ai pas mes slides, pas du tout grave, vraiment. Vraiment pas gênant du tout. Et donc pour ces zones-là, c'est la collectivité qui doit se débrouiller pour faire ressurgir un peu une dynamique de projet sur la friche. Et c'est là le problème, finalement, on ne sait pas comment s'y prendre pour avancer. Et donc finalement, comment est né Urban Vitalise ? Finalement, je réponds à ce problème-là, c'est qu'on s'est dit, on veut qu'il y ait davantage de friches qui soient revitalisées sur le terrain, mais ça ne marche pas. Donc il va falloir investiguer les freins. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Donc on a fait beaucoup d'entretiens des acteurs publics, privés sur l'ensemble des gens impliqués sur le sujet des friches pour comprendre tous les freins. Et on a essayé de voir lesquels étaient effectivement particulièrement cruciaux pour débloquer les projets, sur lesquels on pouvait tenter de faire levier avec le placement d'un service à la fois numérique, humain, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on est venu vraiment embrasser cette problématique des usagers. Donc là, en l'occurrence, on vise les collectivités, mais on aurait pu se dire, bah tiens, on aide plutôt les acteurs du privé à avancer. Là, il nous a semblé que c'est vraiment les collectivités, ces acteurs pivots pour essayer de débloquer les friches en territoire, on va dire, peu dense. Voilà. Merci Perrine. Peut-être concrètement, comment il fonctionne justement cet outil? Quels sont les services proposés à l'intérieur? Donc, je l'ai déjà assez résumé. C'est effectivement Urban Vitalise. L'objectif, c'est un service qui est à la fois numérique et humain, qui va venir conseiller, flécher, orienter la collectivité sur ce qu'elle peut faire dans sa situation pour essayer de faire avancer la friche qu'elle a repérée. Donc concrètement, il y a une collectivité qui arrive sur la page urbanvitalise.fr. Elle nous dit, j'ai cette friche que j'ai repérée, j'ai peut-être pas acheté d'ailleurs, et j'ai peut-être pas l'intention de l'acheter, mais je voudrais que ça bouge, quoi. Voilà, ce truc est une verrue dans mon village, ou peu importe. On est souvent sur des usagers, nous, de moins de 5000 habitants à 70%, et même à presque la moitié à moins de 2000 habitants. Parce que c'est eux qui sont en déficit d'ingénierie. Et donc, l'élu ou la personne dans son service technique, quand ils en ont, vient nous solliciter de l'appui. Nous, on reprend contact avec eux, on voit où ils en sont, on fait un diagnostic comme ça, un contact humain, et ensuite on s'appuie sur une plateforme numérique pour gagner en efficacité sur le conseil. On va pouvoir lui pousser des recommandations via cet outil numérique, on va pouvoir lui demander si elle bloque la collectivité, ou spontanément, la collectivité peut aussi nous dire si elle avance ou pas sur les recommandations faites, est-ce qu'il y a un souci rencontré, est-ce que le contact ne répond pas, et suivre comme ça dans le temps, de manière partenariale, le dossier. Parce que sur cette plateforme, on peut venir associer des acteurs locaux qui viennent en appui à la collectivité, les établissements publics fonciers, les antennes de la Banque des Territoires, l'ADEME et autres, j'en passe. Voilà. Et bien sûr, les directions départementales du territoire, les DDT en premier lieu, avec les antennes locales ANCT. Donc au final, en fait, ça a pris comme ça progressivement, en partant au départ juste des problèmes des collectivités, on ne savait pas ce qu'on allait faire encore, mais finalement, au fur et à mesure qu'on a vu arriver les collectivités et les problématiques qu'elles rencontraient, on est venu construire cette solution de manière itérative. À 6 mois, on avait accompagné une quinzaine de collectivités. Aujourd'hui, à 2 ans, on en est à un peu plus de 200 collectivités suivies. D'accord. Et effectivement, vous avez commencé à parler un peu de la démarche justement de conception finalement de cet outil. On peut dire aussi qu'il fait partie de cette méthode Startup d'État. Peut-être dire quelques mots de plus sur comment finalement vous l'avez construit dans cette méthode-là. Oui, complètement. Donc betagouv.fr, pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément, donc c'est un service de la direction interministérielle du numérique qui est monté de manière assez astucieuse pour permettre aux administrations de créer des missions, des équipes qui vont être dédiées à un sujet, à une volonté d'impact. On va dire une mission. Voilà. Moi, ma mission, c'est qu'il y ait plus de friches qui soient revitalisées sur le terrain. Et mon indicateur d'impact, qu'on a choisi de manière à pouvoir le mesurer en l'espace de 6 mois. Donc clairement, ce n'est pas la sortie effective des friches, mais ça va plutôt être combien de collectivités qu'on conseille prennent une action concrète suite au conseil qu'on leur donne. C'est-à-dire, nous, on va dire à une collectivité, dans ta situation, à l'évidence, c'est l'établissement public foncier qui peut t'aider pour la négociation foncière, parce qu'à l'évidence, on essaie de te vendre une friche à peu près 100 000 € de plus que son vrai prix.
Voilà. Donc, on vient faire une fiche, un conseil de manière pédagogique à la collectivité, mettre en lien ces acteurs-là. Et nous, ce qu'on vient vérifier, c'est si la collectivité agit. Voilà. Donc, je parle de cette mesure d'impact parce que c'est hyper crucial dans la démarche. Voilà. Donc, la démarche de Betagouv, c'est de se dire, on crée une équipe indépendante avec une personne de l'administration qui est censée connaître à peu près le sujet, mais en tout cas qui a la niaque pour faire avancer les choses. Cette personne-là, on va lui donner beaucoup d'indépendance et on va la mettre en face de sponsors. En général, c'est son administration. Moi, c'est plusieurs. Il y a le CEREMA, la NCT, le ministère de la Transition écologique et l'établissement public foncier des Hauts-de-France qui finance le projet. Donc, c'est déjà de base une dynamique partenariale. Moi, on me file des sous-sous et je travaille en autonomie avec une équipe que je paye indépendamment pour faire avancer le projet tous les 6 mois. Et je suis évaluée tous les 6 mois sur l'impact terrain que j'obtiens. Par contre, je ne dois recevoir aucun cahier des charges. C'est-à-dire que tous ces gens qui me donnent de l'argent, ils doivent me faire confiance. Au bout de 6 mois, s'ils ne sont pas contents, on arrête. S'ils sont contents, je continue. Mais je ne réponds pas à leurs idées de « moi, je suis sûre qu'il faut faire une cartographie des friches » ou des choses comme ça. Moi, je vais faire ce qui permet aux collectivités d'avancer sur leurs projets. Donc ça renverse quand même pas mal la donne des projets en mode cahier des charges qu'on a l'habitude de monter dans l'administration ou même dans le privé d'ailleurs, qui a toute sa valeur sur beaucoup de projets. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut toujours changer les choses. Mais par contre, c'est vrai que sur le numérique, pour l'innovation numérique, on peut se permettre comme ça ces itérations, parce que finalement, on peut quand même... on peut vite se retourner sur le numérique. Et donc, c'est vrai que sur la méthode, donc j'ai pas complètement été dans le détail. Donc, la première étape, c'est d'épouser le problème. Donc ça, tu l'as bien dit, mais de toute façon, ça sert à rien d'innover, à mon sens, si on n'a pas un vrai problème usager. De toute façon, sinon, vous allez faire une solution que vous allez devoir imposer à vos usagers parce que de toute façon, ils n'en ont pas besoin. Donc, si vous voulez faire une innovation dans le temps non imposée, il faut qu'elle soit construite et il faut qu'il y ait un vrai problème derrière. Et bien sûr, sur lequel vous dites il n'y a rien encore qui existe, sinon vous allez faire concurrence. Donc, toujours l'idée de bien sûr benchmarker ce qui existe. Et ensuite, au fil de l'eau, on se lance directement à partir du terrain. Donc ça, c'est un peu flippant au départ. Je ne vous cache pas, quand on se lance et qu'on dit aux collectivités « Allez, venez, on va vous aider » et qu'on n'a rien d'autre qu'une page d'accueil, on se dit « Mais est-ce qu'on va réussir à les aider ?» On va voir. Je veux dire, l'idée, c'est d'essayer de travailler ensemble pour y arriver. Voilà. Et donc, on avance comme ça et au fur et à mesure, on crée le service qui va marcher le mieux. Puis on va itérer, on va se donner le droit de dire ça marche pas, on ne fait pas finalement, et ça marche bien. On va tirer ce fil-là. Et au fil de l'eau, on conçoit le service avec les usagers pour que ça les aide directement. Ce qui fait que ça ne peut pas rater, finalement. Si vous avez une approche humble, de se dire, moi je ne sais pas, mais par contre, eux, ils savent ce qui va leur permettre d'avancer. Et si, de manière un peu objective, vous avez une mesure d'impact bien définie qui permet de savoir si vous allez dans le mur ou pas, en fait, ça ne peut pas rater. Et vous allez naturellement vers une solution qui trouve son marché, j'aime pas ce terme-là, dans le sens plutôt usager, et qui va monter en puissance progressivement. J'étais un peu longue. C'est parfait, Perrine. Très bien, j'entends donc les besoins, une capacité de benchmarking, un scan du marché, des itérations, test and learn, un positionnement finalement d'humilité et co-construction. En tout cas, plein de termes intéressants et de démarches derrière qui vont suivre ce matin. Peut-être, même question un peu que j'avais posée à Blandine, comment finalement, selon vous, diffuser l'innovation et en faire bénéficier le plus grand nombre? Donc, par rapport à Human Vitalis, j'entends, au bout de 2 ans d'existence, maintenant passer à 200 projets ou 200 collectivités derrière. Finalement, est-ce que si vous cherchez toujours un plus fort impact, comment comptez-vous y prendre? Alors, moi, déjà, je m'arrête sur le terme le plus grand nombre. Déjà, si vous essayez d'adresser dès le début une trop grosse cible d'usagers, ça va être difficile d'être pointu sur la valeur apportée. Donc, au départ, on se dit, moi, je vais traiter cette cible-là, ce petit service-là, à rendre à telle cible d'usagers. Ça, je vais le faire à fond. Je vais être sûre que ça marche, que les gens qui l'utilisent, ils sont contents, ils font des super retours d'expérience et ils deviennent des super ambassadeurs. Voilà. Et puis, progressivement, je vois s'il y a possibilité de le généraliser et d'être toujours aussi puissant sur l'impact. Et de cette façon-là, moi, je trouve que ça peut faire un bel effet boule de neige si, dès le départ, on ne s'est pas trompé sur ces premières propositions de valeur. Donc, pour moi, il y a bien des moyens d'élargir la cible. Moi, je préconise plutôt d'y aller de manière progressive. En tout cas, sur des solutions numériques, des services numériques qu'on peut créer comme ça, je trouve que c'est assez adapté. Bon, bien sûr,
quand on construit un pont, on ne peut pas y aller de manière progressive, on ne va pas se permettre de rajouter une pile après l'autre, mais là, sur des services numériques, on peut quand même y aller au fil de l'eau sur l'élargissement de la cible au fur et à mesure qu'on conçoit le service, et en impliquant les usagers dans la création de la solution, déjà dès le départ, ça facilite énormément la diffusion dans les territoires, parce que les usagers ont bien conscience que c'est créé par eux, pour eux. Donc, s'ils disent que ça leur plaît pas, s'ils sont 3, 4, 5 à le dire, ça va changer. On a aussi beaucoup communiqué, on continue beaucoup. Déjà, dès le départ, dès qu'on nous pose des questions, on avait même mis en place des démos ouvertes toutes les 2 semaines, tous les mois, pardon. Une démo externe tous les mois où, en fait, tout simplement, n'importe qui pouvait venir voir les évolutions de nos travaux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le dernier mois? On leur faisait un point sur l'accompagnement en termes métiers, les évolutions de la plateforme numérique, nos prochains chantiers, etc. Donc, tout un chacun pouvait suivre, c'était très transparent. Et ensuite, on fait bien sûr... alors, il y a le bouche à oreille, nous, qui a beaucoup marché sur le démarrage. On s'appuie sur les partenaires, comme tu as déjà pu le mentionner. Dès lors qu'ils connaissent le service, qu'ils commencent à y croire en termes de valeur, il n'y a plus grand-chose à faire pour leur demander un peu d'aide pour le diffuser. Mais autant y aller progressivement, parce que, je veux dire, c'est l'usage aussi qui va créer l'utilisation, enfin, c'est le besoin qui va créer l'utilisation de l'outil. Mais par contre, on a besoin d'une dose minimale de cet usage croissant pour améliorer l'outil et le faire monter en charge et créer les fonctionnalités pour qu'il puisse suivre la charge au fur et à mesure. Donc dans cette approche-là, vous voyez, c'est pas prototypage, industrialisation. Moi, dans ma vision des choses, on est plutôt sur une montée en charge progressive, un passage à l'échelle qui se construit, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'au fur et à mesure qu'on teste le passage à l'échelle, on s'aperçoive que finalement, cette super fonctionnalité qui marchait très bien avec 10 collectivités, elle ne marche plus du tout quand on monte en charge parce qu'il y a de nouvelles problématiques rencontrées, etc. Et dans ce cas-là, faut se donner le droit encore de faire un petit retour en arrière et d'itérer même dans cette montée en charge. En tout cas, nous, c'est la complexité du service qu'on met en place le nécessite. Pas du tout parce qu'il est high-tech. Là, clairement, nous, on fait de l'innovation très low-tech. Là. Mais par contre, en termes métier, en termes de complexité du sujet traité, clairement, on ne peut pas tout savoir d'avance. Donc, on se donne le droit de reculer si besoin. Merci beaucoup. Nous venons d'entendre les porteurs de 2 dispositifs qui se positionnent pour moi en intermédiaire, en quelque sorte, parce que au niveau national également, qui créent et développent des solutions digitales en réponse aux besoins des territoires, soit en propre directement, comme l'exemple d'Urban Vitalis, ou en s'appuyant directement sur un écosystème de partenaires, comme Blandine a décrit avec le Lab des territoires. Tournons-nous maintenant vers Anne-Sophie Vernet et Laurent Delatte, qui sont en ligne pour découvrir des dispositifs menés au local et directement depuis le territoire. Anne-Sophie, French Tech in the Alps, attends, je vais diriger vers là. French Tech in the Alps est l'une des 13 capitales French Tech. Elle compte plus de 600 membres et rassemble 5 territoires. Pourrez-vous nous rappeler sa mission, s'il vous plaît? Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors, la French Tech in the Alps regroupe effectivement plus de 600 startups. Elle a la particularité de regrouper plusieurs territoires, 5 en l'occurrence du sillon alpin, Grenoble donc, mais aussi Chambéry, Annecy, le Pays genevois français et Chambéry. La mission de la French Tech in the Alps Grenoble, c'est tout d'abord de fédérer les membres de notre écosystème, de faire rayonner les startups de notre territoire sur la scène nationale et internationale, et puis d'accompagner et d'accélérer l'innovation par les startups. Merci. Et je tourne vers Laurent. Donc Grenoble, on le sait tous, bénéficie d'une dynamique d'innovation de longue date. Peut-être quelques mots sur le sujet avant de découvrir vos dispositifs que vous menez en direct. Oui, on a un territoire qui foisonne, qui bouillonne, qui propose beaucoup de choses. On a un fort niveau d'émergence, à la fois, je dirais, dans la société civile et dans les acteurs économiques, avec des montants, un nombre de créations de start-up et des montants levés chaque année qui sont très très importants. C'est lié essentiellement à la densité. On a 60 000 étudiants, 25 000 chercheurs sur un territoire d'à peu près, on va dire 700 000 personnes si on intègre les agglomérations voisines et le territoire de vie plus globalement.
Donc on a une grosse densité de matière grise, de gens qui cherchent, voilà, ceux qui sont en études, ceux qui cherchent, en études supérieures, ceux qui cherchent. Donc ça contribue à l'émergence, on va dire, de l'innovation sur le territoire, d'autant que ces personnes sont sur un périmètre assez réduit où les interactions sont courtes et où il y a de la transversalité, c'est-à-dire qu'en plus ils sont sur... il y a à la fois des sociologues, des gens sur les modèles économiques, des gens sur la tech au sens strict du terme, pour laquelle Grenoble est par ailleurs bien connu. Donc c'est vrai qu'en plus, cette transversalité, elle concourt aussi, cette multidisciplinarité, pardon, elle concourt aussi à permettre l'innovation, parce que quand on a des gens qui ont le même profil ou qui sont dans le même secteur, c'est aussi parfois plus compliqué d'innover, parce qu'au bout d'un moment, on finit par tourner en rond. Merci. Anne-Sophie et Laurent, peut-être maintenant décrire vos dispositifs respectifs et puis ensuite, comment travaillez-vous ensemble? Anne-Sophie? Oui, effectivement, je peux vous parler de Territoire Solutions. C'est un dispositif qui est né à la French Tech de Grenoble et qui a pour objectif, c'est le sujet aussi du jour, ça tombe bien, de connecter les besoins des acteurs publics aux solutions innovantes des startups avec la valeur ajoutée de déployer des expérimentations. C'est-à-dire que le dispositif, au-delà de la rencontre startup-collectivité, permet d'aller au-delà et de déployer des expérimentations avant la mise à l'échelle. Moi, sur ce dispositif, je suis tout simplement en charge du déploiement du projet, d'aller connecter aussi avec les bonnes personnes, évidemment de sourcer les startups pour ensuite créer des rencontres, des meet-up, des challenges. On en a monté plusieurs récemment avec donc les collectivités, les acteurs publics et les startups. Et Laurent, de votre côté, comment travaillez-vous ensemble justement, et peut-être aussi parler un peu de votre démarche justement de transition territoire? De manière générale, je dirais, dans les collectivités, ça a été évoqué lors des échanges, au cours des échanges précédents. On a un vrai enjeu qui est dans la diffusion en fait de ces innovations et de ces solutions. Avec des directions opérationnelles qui n'ont pas toujours le temps d'aller faire du sourcing, tout simplement, et soit en se rendant sur les salons professionnels, par exemple, on peut avoir, ou en étant en tout cas en lien avec vraiment l'état de l'art. Donc à un moment donné, la question, elle est d'arriver à... Et dans l'autre sens, par ailleurs, les startups, elles n'ont pas forcément non plus une vision toujours très claire, à la fois des besoins, des modes de fonctionnement aussi, des collectivités territoriales, et de la façon dont ça se passe sur le terrain, dans l'articulation avec d'autres tiers ou avec la population. Donc il y a un besoin à un moment donné alors on parle de meet-up, de médiation, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas de permettre aux acteurs publics et privés d'échanger autour de ces solutions innovantes, de montrer l'intérêt des unes et de sécuriser, on va dire, les acheteurs, parce que c'est quand même au bout du compte la finance publique, enfin voilà, l'acteur public va se retrouver en situation, au final, une fois que l'expérimentation est passée, en tout cas on le souhaite, va se retrouver en situation d'achat, et voilà, l'achat public c'est important, c'est l'utilisation des impôts. Tout le monde en est quelque part en est garant dans la sphère publique, et donc il y a un besoin d'être rassuré, voilà, d'avoir la preuve à un moment donné, parce que c'est un peu la difficulté dans le cadre de l'innovation en général, c'est qu'il y a beaucoup de promesses, on va dire. Et à un moment donné, l'agent public, face à toutes ces promesses, il a besoin quand même d'avoir des certitudes un peu sur les impacts, les coûts d'investissement, c'est bien, mais le coût du fonctionnement dans la durée, comment ça se passe, et si dans 2 ans la boîte ferme, quelle est la pérennité de cet investissement que j'ai prévu sur 5 ou 10 ans, parce que souvent on est aussi sur des durées plus longues dans le public. Donc voilà. Donc on a des dispositifs qui visent essentiellement à un moment donné à rendre lisible
Mais dans l'esprit du lab, dans l'esprit de ce que qu'Anne-Sophie, par ailleurs, au niveau local, dans le cadre de Territoire Solutions, on est aussi toujours dans cette question de comment est-ce qu'on permet de rendre plus lisibles les enjeux, les défis auxquels sont confrontées les directions publiques d'un côté, et de l'autre côté, sur quelles sont les solutions innovantes déployées par les acteurs locaux, souvent de préférence, hein, parce qu'on ne peut pas tout expérimenter, donc parfois autant expérimenter aussi en proximité. Souvent dans le cadre de l'innovation et de boucles courtes, par ailleurs, cette proximité est aussi importante. Donc comment on rend ces solutions développées sur le terrain plus lisibles aussi auprès des acheteurs pour qu'ils y pensent lorsqu'ils font leur cahier des charges et lorsqu'ils lancent leur procédure d'achat globalement. Et du coup, Anne-Sophie, vous contribuez à cette lisibilité, à peut-être le fait de décerner, en tout cas resserrer même les besoins au départ, de faire ce croisement avec les solutions? Oui, absolument. En termes de phasage, le dispositif s'appuie et ça a été largement abordé par Perrine et Blandine. Tout d'abord, on part du besoin, évidemment. Il y a une phase très importante en amont, bien avant de rentrer dans le sourcing ou déploiement d'expérimentation, un temps d'idéation pour définir une problématique précise et surtout d'agréger autour de la problématique toutes les parties prenantes, plusieurs services, les directions, les opérationnels et évidemment, dès que c'est possible, les usagers dès le début en fait du projet. Ensuite, comme je le disais, il y a effectivement cette partie sourcing de start-up, meet-up, mais qui passe parfois par, comme le disait aussi Laurent, un besoin souvent d'acculturation entre les deux mondes. Donc c'est aussi des étapes qui sont importantes pour permettre à ce que la rencontre aussi soit efficiente. Et puis la dernière étape où on va définir les caractéristiques de l'expérimentation et puis ensuite aller vers le déploiement de l'expérimentation, l'agrégation des résultats et bien sûr la communication à toutes les parties prenantes. C'est un dispositif qui est complet, qui est complexe et qui, on l'a vu par le passé, a donné aussi pas mal de résultats. Et peut-être pour l'audience, de donner quelques exemples des types d'innovations sur lesquelles vous travaillez ou côté collectivité que vous utilisez aujourd'hui. Oui, alors pour illustrer un petit peu concrètement un dispositif Territoire Solutions, on a par exemple travaillé avec les pompiers de l'Isère, le SDIS 38. Les expérimentations sont assez variées, hein, vous verrez. Avec le SDIS 38, la problématique était de pouvoir numériser des connaissances qui étaient appliquées par les pompiers en intervention, mais de pouvoir s'appuyer sur une application numérique, en l'occurrence pour calculer la surface de brûlure des victimes d'incendie, ou encore la pression de refoulement des engins de lutte contre l'incendie. Ça, c'est un exemple d'expérimentation que la méthode Territoire Solutions, en tout cas, a permis le déploiement. On travaille actuellement avec sur l'Isère les bailleurs, APSIS, le regroupement des bailleurs sociaux, autour de plusieurs thématiques. On s'éloigne largement des applications numériques, autour de 3 thématiques. L'autoconsommation collective, qui est on ne peut plus d'actualité. L'amélioration du confort d'été dans les logements sociaux, ainsi que la prévention de l'humidité sur les bâtiments. Donc ça représente un large spectre de possibilités, parce que les besoins sont sur un territoire sont tout aussi vastes. Laurent, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Sur les sujets, enfin ce qu'on dit, de manière générale quand même, on se retrouve sur on va dire la question des transitions urbaines, hein, donc
Alors, les sujets qui, au regard des grandes feuilles de route environnementales qui ont été adoptées par les uns et les autres au niveau et international et local, voilà, sont un peu notre ligne rouge pour 2030, 2040, 2050. Donc, grosso modo, on est toujours sur les mêmes questions, hein. Mobilité, énergie, déchets, c'est un peu c'est un peu le triptyque de la mort. Voilà, c'est les sujets qui sont les sujets au cœur de la question des transitions. Donc nous, on est beaucoup sur ces sujets-là, hein, pour être très clair, euh, avec beaucoup, qui sont en plus des sujets historiquement de recherche, d'une part, et aussi qui sont pour le territoire grenoblois, des sujets importants de recherche pour le territoire grenoblois, et des sujets importants pour les filières économiques, hein, pour les acteurs économiques, pour les entreprises elles-mêmes. Donc on est beaucoup sur ces choses-là. Donc voilà, nouvelle génération de radiateurs qui permet de faire 80% d'économie d'énergie et de stocker aussi pour améliorer l'autoconsommation, comme disait Anne-Sophie par exemple. Ça va être des nouvelles approches pour rénover les enveloppes thermiques des bâtiments. Ça peut être des nouvelles applications numériques pour gérer l'ensemble des mobilités, en particulier tout ce qu'on appelle, en particulier gérer le partage de la voiture, hein, mais aussi le retour des formes d'autostop, par exemple, voilà, aidé un peu par le numérique et les applications telles qu'on le voit aujourd'hui. Donc voilà, on est beaucoup sur ces questions-là et sur les déchets. On va être beaucoup sur l'amélioration de la qualité du tri, hein, qui est un énorme enjeu. Et puis tout ce qui est un peu gain d'efficience sur les tournées et optimisation du ramassage des poubelles. Voilà, pour faire simple. Voilà, donc on retombe généralement sur un des trois points, avec des choses qui sont, alors là pour le coup, Anne-Sophie l'évoquait, la question de la data est souvent centrale, hein, malgré tout, même quand c'est des solutions physiques, entre guillemets. Mais on n'est pas forcément que sur du numérique, hein, bien sûr. Voilà. Oui, j'entends effectivement dans les Il différentes peut, démarches. il peut y avoir du capteur, il peut y avoir de la data, il peut y avoir de l'intelligence artificielle, il peut y avoir tout ça. Mais souvent, quand même, on part d'une réalité physique qu'on essaie de transformer. Donc, à un moment donné, il y a quand même des objets ou des outils ou des équipements. Voilà, ces solutions ont quand même un impact sur le monde physique, hein, en général. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, on a entendu un certain nombre de démarches, toutes complémentaires dans leur conception, mais qui se rejoignent sur un certain nombre de points et des principes clés ce matin. Je suis ravie de les retrouver. Et je trouve aussi qu'on avait mentionné, peut-être pas assez longuement, mais l'importance effectivement de l'humain, clairement dans tout ça. Perrine, vous avez cité un peu une démarche qui est peut-être pas high-tech, mais clairement pas, peut-être non plus low-tech, mais on est vraiment dans un bon équilibre. Peut-être pour clôturer cette première séquence et passer du coup aux présentations de ces trois solutions concrètes, peut-être un mot de la fin pour ceux qui sont sur le plateau ici en présentiel, en réaction aussi avec des exemples cités depuis le territoire. Perrine, je commence avec vous. Vous voulez une réaction sur tout ce qui a été dit? Ça va faire beaucoup. Non, mais c'est enrichissant de voir toutes ces thématiques qui sont adressées. Moi, je me dis que vraiment, il y a un gros besoin de savoir un peu plus ce qui se fait localement, comme ça, à Grenoble, de partager ça en multi-territoire, c'est une évidence. Moi, ce que je retiens aussi, c'est il n'y a pas qu'une méthode pour innover. Enfin, on a entendu des choses, là, certains pourraient se dire, mais ils sont contredits. Mais tant mieux. Le mieux dans l'innovation et dans le partage autour de l'innovation, c'est justement quand on n'est pas d'accord. Bon, même si là, il n'y a rien qui était contraire non plus dans ce qu'on s'est dit, mais au contraire, je veux dire qu'il faut être ouvert et
j'ai envie de dire, une bonne façon d'innover à mes yeux, ce n'est pas de faire ce qui a marché ailleurs en termes de méthode, en termes de service. En général, ça ne marche pas. Tout est tellement question de situation, autour de la problématique des usagers, du moment où on l'adresse, des technologies à ce moment-là disponibles, de la capacité des gens en face et surtout de l'énergie des gens qu'on a autour, parce que tu l'as rappelé, l'innovation, c'est avant tout des gens qui se mettent autour d'un service commun. Donc voilà, j'ai envie de dire, restons ouverts sur justement toute nouvelle façon ou toute ancienne façon de travailler, mais qui marche pour adresser la problématique. Voilà. Blandine? Oui, je confirme, c'est pas simple de conclure ces échanges aussi riches. Moi, je dirais, je retiens en fait 3 points principaux. Le premier, c'est alors à la fois Laurent et Anne-Sophie en ont beaucoup parlé, le sujet de connaissance des écosystèmes en fait, des écosystèmes publics et privés. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis de nombreuses années. C'est, je pense, ce déséquilibre un peu permanent qu'on peut avoir entre le public et le privé, ce manque de connaissances réciproques. Donc bien connaître effectivement les acteurs privés, bien connaître leurs attentes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'attentes côté public, mais il y en a aussi côté privé. Et donc faire que ces deux sphères se connaissent mieux, et effectivement repartir, on l'a dit beaucoup de fois, mais c'est essentiel, indispensable, des besoins en fait directs des territoires et des collectivités. Le deuxième point pour moi, c'est ce qui a été beaucoup dit, c'est ce sujet d'expérimentation, de tests. Perrine, tu as parlé d'itération en fait régulière. On est complètement d'accord là-dessus. On n'a pas la réponse directe d'abord. Je pense que ça, il faut acculturer globalement, et aussi nos décideurs et nos patrons. Ça, c'est un bon sujet, l'itération, le droit à l'erreur, le pivot, tout ça. N'hésitons pas à en parler parce que voilà, ça a la vie dure. En tout cas, moi, depuis 4 ans sur ces sujets d'innovation verte à la Banque des Territoires, je pense qu'on a bien acculturé, éduqué, mais il faut encore le faire. Dans ce cas d'expérimentation, ça a été dit, pas que numérique, effectivement, numérique, physique, humain, et rôle clé de la data. Je rejoins aussi ce qui était indiqué par Laurent. Et puis, dernier point, ce sujet vraiment de rassurance. Donc, je parlais rassurance de nos décideurs, rassurance aussi des collectivités, ce qui était beaucoup indiqué par Laurent, et du coup, de rassurer par rapport à ces solutions innovantes. Et pareil, toujours, en se disant qu'on n'a pas forcément toutes les clés, mais je crois qu'on n'a pas forcément toutes les clés sur... pas beaucoup de sujets actuellement, hein, vu le contexte dans lequel on vit. Donc, se donner la possibilité, là encore, de pouvoir itérer, mais tout en ayant effectivement, ce que tu indiquais, Perrine, des mesures d'impact, des indicateurs qu'on puisse suivre dans la mise en place de ces solutions innovantes. Voilà un peu sur les... Il y a bien d'autres choses à dire, mais sur les 3 points que j'ai retenus. Merci beaucoup pour ces points. Je n'aurais pas pu mieux faire. Merci beaucoup. Je pense que là, on a un léger retard par rapport au reste, mais on voit quelques questions dans le chat. Maxime, qui est en présentiel, peut-être au moins donner au moins une des questions, et les autres vont être transmises directement à nos intervenants pour vous apporter d'autres réponses. Alors, je vais sélectionner une question qui, je pense, est intéressante pour clôturer cette intervention. C'est une question en 3 points qui serait: que devrait-on continuer de faire et ce qu'on fait déjà pour l'innovation? Que devrions-nous arrêter ou cesser d'abandonner ce qui est inefficace? Et enfin, qu'est-ce qu'on devrait rajouter? Si on peut faire court sur ce genre de réponse. Oui, peut-être du coup, pour avoir sur les 3 questions, on a 3 groupes d'intervenants. Peut-être du coup, on va... Non, mais c'est une question classique d'idéation. Voilà, exactement. On se fait piéger à notre propre jeu quand l'auditoire est lui-même formé au design d'usage. Non, mais ça pose la question, c'est intéressant parce que sans répondre à la question, parce que ce serait bien trop long, ça pose la question de la sobriété. Et la sobriété, à un moment donné, je crois que c'est la première intervenante qui est sur cette question-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de répondre à des questions qui n'existent pas. Voilà. À un moment donné, ces expérimentations, ces innovations, elles ne pourront réussir, elles ne pourront se déployer que si d'abord elles répondent à un besoin, et si ce n'est pas le cas, il faut passer son chemin, c'est tout.
C'est vrai que parfois, il y a des gens qui essaient de nous convaincre qu'il y a des problèmes, c'est bien, mais sur la partie diagnostic et identification de défis, de problèmes, vous n'en faites pas, les collectivités territoriales. Généralement, elles en ont plein les cartons qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Donc, c'est pas forcément. Voilà, inventer des besoins, inventer des défis, inventer des challenges, on n'en a vraiment pas besoin dans les territoires. On en déborde de challenges ou de défis auxquels on n'arrive pas, ou on ne sait pas faire face. Donc le premier sujet, c'est sans doute celui de la sobriété, en effet. Et à un moment donné, ce qu'on disait, de repartir du besoin, de repartir des hommes, et de leurs irritants, voilà, de leurs cailloux dans la chaussure, pour reprendre aussi un vocable qui est un vocable, comment dire, habituel du design par les usages. Je ne sais pas vous, mais moi je pense que c'est un excellent mot de la fin et très bien résumé. Je pense que du coup, pour laisser la parole à nos services qui attendent et leurs porteurs de ces services-là, je pense que je vais clôturer cette première séquence. Merci beaucoup à tous les intervenants et aux participants pour vos questions. Et les autres questions vont être transmises. Alors, on ne pouvait pas parler de l'innovation ce matin. Au revoir Anne-Sophie Laurent. On ne pouvait pas parler de l'innovation ce matin sans parler du concret, des solutions et d'exemples concrets. On a déjà entendu un certain nombre, et notamment avec Urban Vitalise. Mais là, ce matin, on donne aussi on met un peu la lumière sur 3 services qui sont portés par la Banque des Territoires à travers son dispositif du Lab des Territoires, comme citait Blandine, Mondi Agricole, Prio-Rénau-Pont et DataVis Petite Ville de demain. Vous verrez, ils répondent bel et bien aux besoins des territoires. Et effectivement, on va suivre avec un court pitch sur chacun une présentation de ces services, suivi d'un témoignage de collectivités utilisatrices partenaires. Et puis, bien sûr, vos questions sont les bienvenues dans le chat. Et on essaie d'avoir un petit temps à chaque fin de présentation. Donc, j'accueille déjà pour Mondi Agricole Frédéric Lecomte, chef de projet Lab des Territoires. Bonjour à tous. Donc, avec près de 150 millions de mètres carrés, les 53 000 établissements scolaires publics, écoles, collèges, lycées, représentent la moitié du patrimoine immobilier des collectivités territoriales et un investissement de près de 8 milliards par an pour la rénovation de ce patrimoine. Donc, en conséquence, la Banque des Territoires, pour accompagner les collectivités, a pensé une approche transversale et à 360 degrés pour répondre à ces enjeux de l'école de demain, et a conçu un parcours d'accompagnement et différentes offres de conseils, d'ingénierie, de financement des projets de rénovation, de réaménagement, de construction des établissements scolaires. Cette offre est intégrée dans un parcours qui comprend un espace thématique Fabrique École de demain, qui présente l'offre partenaire et les différentes ressources, l'ingénierie pour accompagner ces offres, et les différents modèles de financement, et un certain nombre de services innovants comme Mondi Agricole, portés par le Lab des Territoires. Alors, non, c'est celui-là. Du coup, Mondi Agricole est un outil de diagnostic complet, un outil à 360 degrés qui fait sens parce qu'il va répondre aux différentes dimensions des volets scolaires et des problématiques de rénovation adressées par les différentes collectivités. C'est un outil qui suscite l'intérêt car il permet d'avoir une meilleure connaissance de ces établissements scolaires et du coup de pouvoir enclencher des projets de modernisation du parc. Donc vous l'aurez compris, c'est un outil d'aide à la décision et de dialogue avec les différentes parties prenantes, puisqu'il s'adresse aux collectivités, aux élus, aux communautés éducatives, aux chefs d'établissement.
Donc si on regarde l'outil d'un petit peu plus près, et je vais me décaler, donc là c'est une des interfaces de l'outil. Donc c'est un service innovant qui vous permet de mettre en avant les indicateurs clés. Vous allez les retrouver pour la plupart sur la partie basse de l'affichage que vous avez devant vous. Et des données pertinentes structurées qui sont présentées selon différentes dimensions qui concernent du coup les problématiques que doivent adresser les collectivités et que vous retrouvez essentiellement sur le radar. Mais je ne vais pas m'étendre parce que le témoignage va reprendre ces différentes dimensions et thématiques. Et sur la base des informations qui ont été renseignées par les collectivités, toute ou partie de ces dimensions, en fait, sur toute ou partie de ces dimensions, l'outil va permettre d'afficher des établissements, enfin des informations établissement par établissement, ou sur la totalité du parc des établissements des collectivités via une carte géographique. Et un des grands intérêts de l'outil et des calculs qui ont été faits, c'est que l'ensemble des indicateurs donc, ont été coefficientés, pondérés, afin d'afficher une note sur 10 qui permet de vraiment, notamment au travers de la cartographie, de pouvoir comparer les scores de ces établissements et de lancer ces projets. Donc, pour accéder à l'outil, il faut faire la demande via un formulaire qui se situe sur la page Mondiag École de la Banque des Territoires, enfin sur le site de la banque des territoires.fr. Et l'intérêt de demander ce compte, c'est que ça permet à la collectivité d'avoir un accès exclusivement à son périmètre de données et de faciliter après l'usage de l'outil, puisque la solution sera plus simple après à l'utilisation. Donc, l'intérêt et le potentiel de l'outil en fait réside dans sa simplicité, le fait qu'il puisse avoir une vision centralisée de l'ensemble des informations et d'adresser l'ensemble des problématiques liées aux établissements scolaires. Alors, en quoi il est innovant, cet outil? Eh bien, c'est qu'il a été co-construit avec des intervenants tant internes que externes, et notamment la mairie d'Albertville, représentée par Sandrine, à qui je vais donner la main pour vous faire part de son témoignage. Merci Frédéric. Sandrine, vous êtes déjà en ligne. Oui, bonjour à tous. Bonjour, je vous laisse un mot pour témoigner effectivement de votre contribution à la co-conception finalement de cet outil, et puis peut-être aussi parler un peu plus de la démarche, l'approche 360 qui est derrière finalement ce service. Oui, en fait, on a été sollicité par la Banque des Territoires puisqu'on a travaillé avec elle depuis 2017 à l'élaboration d'un plan d'action qui devait intégrer les problématiques de massification de la rénovation énergétique des bâtiments. Et en fait, la ville d'Albertville, comme tant d'autres, a un bâti scolaire assez important, en mauvaise état puisqu'il a été très mal entretenu ces dernières années. Ça coûtait trop cher, donc on n'a pas investi. Et c'est un des très gros postes de dépenses, mais ça n'est pas une nouveauté. Donc on a bâti notre plan d'action école dans le cadre de cette étude en ayant une approche multithématique, puisqu'il fallait qu'on réponde à l'objectif de rénovation thermique, mais qu'on réponde aussi aux différentes questions de nos utilisateurs et de nos élus, qui voulaient adapter l'école aux nouveaux besoins de l'enseignement et des maîtres normes. Donc cette expérience nous a permis d'apporter une expertise d'usage dans le cadre de la co-construction de l'outil. Et on a aussi fait remonter les besoins des collectivités de petite taille qui ont besoin d'outils simples, qui n'ont pas forcément toutes les données en leur possession. Donc, elles doivent être capables de trouver un outil qui ne les oblige pas à disposer de tout pour agir, qui n'ont pas forcément non plus de grosses ressources humaines pour renseigner des outils complexes. Donc voilà, l'idée c'était bien de faciliter l'usage et d'avoir un outil simple et efficace.
Alors en pratique, pour ce qui nous concerne, quand on a participé à la co-construction, on a fait renseigner les différentes rubriques par nos différents services concernés, comme les services techniques pour l'état technique, le service scolaire pour les aspects d'usage, le service informatique pour toutes les questions du numérique, et puis les finances pour les différentes données qu'ils pouvaient disposer. On a testé le remplissage de l'outil qui s'est avéré simple. On a testé les résultats en les croisant avec nos données des précédents diagnostics. Et on a aussi testé les visuels qui ressortent de l'outil pour vérifier qu'ils étaient parlants et utiles à tous. Donc, vous avez là à l'écran les différentes rubriques qui sont concernées. Donc, l'état du bâti, la qualité environnementale, confort et santé, usage numérique, évolutivité des usages et des tiers-lieux. Donc, on a bien les dimensions dans lesquelles on sait, nous aussi, poser des questions et qui impliquent plusieurs élus, plusieurs services et une variété d'utilisateurs et de partenaires. Donc ça, c'était notre première participation à la co-construction. Merci beaucoup Sandrine. Peut-être un mot pour les autres collectivités qui nous entendent sur justement cette approche, en quoi cet outil et puis plus globalement cette démarche de regarder l'école, non pas uniquement selon un angle de consommation énergétique, par exemple, qui est clairement un sujet d'actualité aujourd'hui, mais aussi sur ces autres dimensions, en quoi c'est pertinent pour son aide à la décision ou sa prise de décision plutôt. En fait, c'est pertinent parce que c'est indispensable à l'usage. La plupart du temps, on aborde d'abord les écoles par deux questions. Alors, où on se pose la question par le biais des services techniques et des élus chargés des bâtiments, la question de l'état de santé et de la rénovation pour une moindre consommation d'énergie et le respect des normes de qualité d'air et j'en passe, où on se pose la question de l'adaptation de son école à ses usages. Parce qu'on a plus d'élèves, il faut introduire le restaurant scolaire, du périscolaire, etc. Et souvent, les deux questions cohabitent dans deux univers différents qui ne se parlent pas forcément toujours. Et quand on rénove une école, en fait, il est indispensable, en tout cas, il s'est avéré indispensable pour nous d'avoir l'ensemble des problématiques qui soient abordées, puisque l'enjeu financier est énorme et il vaut mieux pas se tromper de diagnostic et de plan d'action. Donc, aborder ces différentes questions permet d'agir en une seule fois, dans le bon sens, pour tout le monde, et de ne pas revenir toujours sur l'ouvrage. Alors effectivement, les utilisateurs nous ont fait remonter le fait qu'il fallait une école agréable, saine, modulable, évolutive, connectée, et grosso modo qui réponde à tous les enjeux de l'école du futur. Nos élus nous ont fait aussi remonter le fait que l'école devait être un vrai outil du vivre ensemble, un vrai lien entre les générations. Et aujourd'hui, ils veulent se servir de l'école comme un réceptacle pour le périscolaire, pour des animations culturelles, pour l'éducation à l'environnement, et pas simplement pour l'enseignement. Ils veulent pouvoir ouvrir l'école sur le quartier tout en la sécurisant. Et donc, il est indispensable d'avoir cette approche 360 degrés, parce que l'école est bien à la convergence de toutes ces questions et de ces politiques publiques. Merci Sandrine. Est-ce que, je ne sais pas si on a des questions dans la salle ou dans le chat. Dans tous les cas, il y a les contacts du projet qui vont être transmis également, ainsi que l'URL de connexion pour faire la demande justement d'utilisation. Et s'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Et je passerai à la deuxième service qui a mis à l'honneur ce matin autour des ouvrages d'art. Prio Réno Pont, avec Myriam Nagy, consultante chez Oxandre, que du coup j'accueille sur le plateau. Bonjour Myriam.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Donc, vous êtes une collectivité territoriale, gestionnaire d'un parc d'ouvrages d'art, et vous souhaitez avoir une vision globale sur l'état de vos ouvrages d'art, ainsi que sur la projection des budgets nécessaires à leur rénovation, sans devoir faire appel à une expertise externe. Et bien pour répondre à cette question, la Banque des Territoires a mis en place et a mis à disposition un outil qui s'appelle Priorénopon, qui permet de fournir aux collectivités territoriales. Cet outil est mis à disposition gratuitement et qui permet aux collectivités territoriales d'avoir une préqualification de l'état de leurs ouvrages d'art ainsi qu'une projection des budgets nécessaires pour leur maintien en condition et aussi pour leur maintenance. Et tout ça sans devoir faire appel à une expertise externe. Cet outil Priorénopon est basé sur une solution experte en matière de gestion prédictive des ouvrages d'art qui s'appelle Infrasim et dont la création a été faite suite à l'effondrement du pont de Gênes qui a sensibilisé sur la nécessité d'avoir des outils qui fournissent une vision prédictive et anticipative des ouvrages d'art pour mieux gérer et pour éviter toutes les catastrophes. Donc l'outil Priorénopon, c'est un dispositif qui est innovant et qui est innovant parce qu'il permet, à partir de peu de données, n'imposant pas une expertise externe, de fournir une analyse qui s'articule autour de 3 axes principaux. Donc, premièrement, une vision sur le parc, sur son état à date et son état projeté, ainsi que sur les risques associés aux différentes dégradations et pathologies sur les ouvrages d'art. Une priorisation des ponts à adresser en priorité de par leur niveau de criticité et leur niveau d'urgence, et aussi une projection des budgets nécessaires pour la rénovation, pour tous les travaux de maintenance sur les ouvrages d'art, avec un focus sur les ponts identifiés comme critiques. Donc, les différentes collectivités qui utilisent cet outil sont accompagnées, si elles le souhaitent, dans l'utilisation et dans la saisie, donc avec une réponse à leurs questions par rapport à la saisie des données. Et donc, une fois que les données sont saisies et envoyées sur la plateforme Priorénopon, donc un échange est proposé à la collectivité afin de lui présenter les différents résultats de l'analyse, qui englobe une vision sur l'état, sur la projection du vieillissement des ouvrages ainsi que les risques associés par rapport à la sécurité, par exemple, des personnes et des biens, et par rapport à la continuité, la fluidité du trafic. Une synthèse et un focus sur les ouvrages à considérer comme étant prioritaires et plus urgents pour les différentes interventions, et avec aussi une projection des coûts nécessaires pour la rénovation et la maintenance des ouvrages d'art. Et donc, pour finir avec quelques chiffres, donc à date, le budget global qui a été simulé sur l'outil Priorénopon par les collectivités territoriales s'élève à plus de 500 millions d'euros, avec des ouvrages qui dépassent les 10 millions d'euros de par leur taille et aussi le niveau de criticité associé et le niveau d'urgence. Donc vous pouvez vous aussi, dès à présent, faire une simulation qui va vous permettre d'avoir cette vision éclairée sur les différents budgets et aussi sur l'état de votre parc qui va vous permettre de construire votre stratégie de maintenance avec une vision anticipative et prédictive des ouvrages d'art. Merci beaucoup, Myriam. On accueille pour compléter du coup cette présentation Pascal Mouix, contrôleur de travaux, voirie et assainissement secteur nord de l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et à toutes. Peut-être quelques questions pour compléter. Qu'est-ce que vous a poussé à vous renseigner sur l'état de vos ponts ou dans le pont de votre territoire? C'est suite à l'effondrement du pont de Gênes, et après suite aussi à la loi Didier qui va du 7 juillet 2014, où il y avait un recensement des ponts. Il fallait faire un recensement des ponts avec des voies portées et qui appartenaient. Et donc, à partir de là, on a commencé à recenser. Et comment avez-vous connu la solution Priorénopon?
Je vais vous l'avouer, c'est par hasard, c'est ma collègue qui s'occupe, parce que la priorité numéro 1, vous savez bien que c'est les budgets et combien coûte la rénovation d'un pont. Donc ma collègue s'était renseignée au niveau savoir pour avoir comment des solutions d'emprunt, des trucs comme ça, et c'est elle qui m'a parlé de Prioréno qu'elle avait vu sur le site. Super. Voilà. On parlait de diffusion tout à l'heure. Effectivement, il y a la bouche à l'oreille, je pense, c'est sûrement, et le retour d'expérience, c'est sûrement la meilleure façon. Pouvez-vous nous décrire un peu votre utilisation de cet outil? L'outil par l'outil par lui-même, qu'il faut déclarer nos ponts ou Oui, bien sûr. Cet outil est assez simple pour les gens. C'est assez simple pour les gens quand même qui connaissent un peu les ouvrages d'art, parce que si quelqu'un ne connaît pas, si quelqu'un veut s'en servir et qui ne connaît pas les OA, on va dire les OA, les ouvrages d'art, va être un peu perdu quand même. Il faut quand même un minimum, mais ça après, une fois que c'est très facile après. Et est-ce que, Myriam, il y avait un lien justement direct avec la collectivité au moment de renseigner des données, potentiellement aussi au moment de rapport? Comment c'est passé? Oui, en fait, il y a eu des échanges pour apporter des éclairages par rapport au renseignement des données et ensuite par rapport à la présentation des résultats aussi. Donc, il y a eu un échange pour présenter les différents résultats de l'étude saisie sur l'outil Priorénopon. Pascal, comment vous avez reçu le rapport? Qu'est-ce que vous avez trouvé en termes d'enseignement ou d'éclairage supplémentaire sur votre situation? Sur la situation, ce rapport, moi, je ne vais pas parler financier parce que ce n'est pas mon domaine. Donc, mais ce qu'il y a de bien sur ce rapport, c'est que ça, quand même, ça nous donne. J'avais fait 7 ponts en priorité que j'avais demandé à Renopo de travailler dessus. Et ça, pour moi, ça me priorise. Ça me conforte ce que je pensais de mes ponts, et ça priorise aussi mes travaux. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils m'ont envoyé, les chiffres, tout et tout, les données sur 20 ans, ça me donne une priorité sur mes travaux et sur mes ponts. Sur tout ça aussi. Ça permet quand même de planifier. Super, ça semble au rendez-vous alors, c'est très bien. Mais j'entends aussi ou je comprends aussi de votre situation, que vous avez déjà lancé quelques études au préalable, donc ça confortait, ça un peu rassuré, ça confirmé quelques intuitions. Mais pour une collectivité qui ne s'est pas encore lancée, est-ce que vous pensez que ça serait utile pour eux pour justement démarrer un peu leur qualification? Oui, ça permet, oui, si une commune n'a rien, c'est vrai que ça peut prioriser. Savoir sur quels les premiers diagnostics on va faire les ponts, les trucs, diagnostiquer les premiers ponts aussi, c'est une base en tout cas. Pour moi, c'est une base. Voilà. C'est-à-dire qu'on part pas, ça nous fait pas partir à l'aveuglette un peu, on va dire, ou à l'aveuglette ou à l'aveugle. Voilà, c'est une base. Myriam, peut-être un mot de la fin, en tout cas de compléter peut-être ce témoignage. Oui, en fait, je voudrais juste rebondir sur ce dernier point. Effectivement, c'est un outil qui va permettre principalement aux collectivités qui n'ont pas encore fait d'études et qui ont un certain nombre d'informations, même sans avoir un niveau très poussé d'informations, d'avoir au moins une vision globale sur l'état global du parc et aussi sur les ouvrages à prioriser. Après, on peut toujours aller dans le détail. Donc, sur l'outil, il y a un certain nombre de données qui sont obligatoires, mais qui ne dépassent pas les quinzaines de données. Et après, il y a des données facultatives. Donc, si une collectivité a plus de données, donc ça permettra d'affiner les résultats, mais c'est quand même déjà un départ pour avoir au moins une vision sur la cartographie du parc et aussi sur la projection à court moyen terme sur tout ce qui est budget d'investissement lié à la rénovation. Très bien. Maxime, je ne sais pas si on a des questions. Pareil, comme pour le premier service, on mettra l'ensemble des coordonnées, des contacts et puis l'URL pour accéder à ce service. Et je vous encourage à le faire. Ça semble super intéressant. Merci beaucoup, Pascal, pour votre intervention et Myriam pour la présentation. Je passe au troisième service du coup qui s'appelle DataVis Petite Ville de demain, DataVis PVD. Et pour le présenter, François Paneuillet, chargé de mission Smart City à la Banque des Territoires.
Bonjour, bonjour. Oui, je suis en charge des questions d'innovation territoriale et plus spécifiquement du volet innovation du programme Petite Ville de demain. Alors, le programme Petite Ville de demain, c'est un programme lancé par l'État en 2020 qui vise à revitaliser un peu plus de 1600 petites villes de moins de 20 000 habitants. La Banque des Territoires est un partenaire de ce programme, un partenaire essentiel puisque on cofinance un certain nombre de missions en ingénierie et on a souhaité également outiller les chefs de projet Petite Ville de demain avec un service qui propose des cartographies, des infographies et autres modélisations graphiques à l'échelle à la fois communale mais aussi infracommunale et à celle de l'intercommunalité. C'est des data visualisations qui peuvent servir aussi bien dans une logique de diagnostic territorial, mais aussi d'aide à la décision, voire de communication ou d'évaluation. Ce sont des données publiques qui émanent de sources très hétéroclites, évidemment de l'INSEE, mais aussi des ministères de l'Intérieur, de la Santé, de Bercy, ou encore des chiffres qui viennent des bailleurs sociaux, de la Caisse des dépôts ou d'OpenStreetMap, par exemple. On a sélectionné ces données avec un certain nombre de petites villes complices et avec notre partenaire Spalian, avec qui on a conçu l'outil. Et c'est un outil qu'on a voulu vraiment simple et facile d'utilisation, accessible à tous, qui repose en deux mots sur trois piliers. Le premier, c'est un centre de ressources avec une dizaine de fiches personnalisées pour chaque petite ville qui a la possibilité donc de modéliser un certain nombre de jeux de données utiles à son projet de revitalisation. Il y a un deuxième pilier qui, lui, est un recueil d'initiatives, de retour d'expérience de petites villes qui utilisent la donnée même pour piloter leur politique publique. Et enfin, un outil de diagnostic rapide qui permet en somme de brosser le portrait de son territoire en quelques clics et d'analyser les mutations sociales, environnementales, économiques en un coup d'œil. Voilà en quelques mots pour la présentation de l'outil. Je vais laisser Manon Mallet, chef de projet dans la petite ville de Créon, témoigner sur l'utilisation qu'elle a faite de l'outil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Oui, donc effectivement, nous, on a utilisé DataVis dans le cadre d'une réflexion du programme Petite Ville de demain. Donc, comme l'a présenté M. Panouillet, Petite Ville de demain, c'est un programme qui vise à créer une stratégie de revitalisation pour les communes de moins de 20 000 habitants. Créon, il y a 5 000 habitants, on est situé à peu près à 20 km de Bordeaux et il y avait une volonté des élus de mener un diagnostic multithématique du territoire pour savoir exactement quelles sont les difficultés, quels sont aujourd'hui voilà, les points sur lesquels agir. Et la deuxième volet de cette réflexion-là, c'était de dire on va faire ce diagnostic, mais on va le faire en régie, puisqu'on avait énormément d'études qui avaient été lancées thématiques sur les années précédentes et qu'il y avait eu le recrutement d'une chef de projet, en l'occurrence moi, qui avait déjà réalisé des études de revitalisation de centre-ville. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment de le mener et de faire une étude à la main de la commune et cousu main avec on va dire la mobilisation des services qui sont déjà existants. Sauf que dans une commune, on a peu de moyens, notamment de moyens pour les statistiques. Moi, j'avais travaillé avant dans des grosses agences qui avaient la possibilité d'avoir des géomaticiens, des statisticiens. Et donc, c'est là où DataVis nous a vraiment permis de capter rapidement de la donnée. En fait, ça nous a vraiment permis de regarder, on va dire, sur des analyses communales très rapidement dans le premier focus, de faire un portrait du territoire rapide avec quand même des données intéressantes que peuvent être le bassin de vie et la zone d'emploi. Donc ça, c'est des données qui sont disponibles sur le site de l'INSEE, mais qui ne sont pas forcément cartographiées. Et donc cette visualisation, elle nous a vraiment permis d'approfondir notre diagnostic. Ça nous a également permis de nourrir des focus sur des thématiques particulières. Nous, on a des grosses problématiques en matière de mobilité parce qu'on est à l'interface entre Bordeaux et Libourne, parce que on est une centralité relais aussi, comme on peut le voir sur la notion de bassin de vie, et que en plus de ça, on a un lycée qui va arriver en 2023 avec 2000 élèves. Donc, on a vraiment un focus à nourrir sur les mobilités. Et ce que permet DataVis, c'est de faire un focus sur certaines thématiques particulières, dont les mobilités des actifs. Et donc, du coup, ça nous a vraiment permis on va dire, de capter de la donnée pour notre territoire.
et de le traiter. Parce qu'en fait, l'INSEE vous met à disposition des données pour toute la France. Et derrière, il faut faire des extractions. Et sur DataVis, c'était déjà fait. Donc, c'était pour nous quasiment prêt à l'emploi. Donc voilà, donc c'est sur ces deux éléments-là principalement qu'on a bénéficié de cet outil. Et enfin, on a pu quand même, grâce à ça, faire des livrables qui ont permis derrière de nous rendre compte que avec les données, par exemple ici sur le domicile travail de l'INSEE, on ne pouvait pas définir précisément une politique du déplacement, d'un plan de déplacement ou d'un plan de stationnement pour la commune, et qu'il faudrait du coup qu'on fasse une étude un petit peu plus fine. Et donc ça nous a permis d'identifier ce besoin et de l'argumenter, et du coup également de définir un cahier des charges pour derrière pouvoir avoir une étude un peu plus précise et des réalisations concrètes avec un plan de stationnement et un plan de déplacement sur le territoire. Une étude que par ailleurs la Banque des Territoires s'est engagée à cofinancer. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple de livrable qu'on a pu faire qui s'affiche. Et enfin, le dernier volet, on a utilisé également toutes les références qui ont été mises en ligne sur DataVis pour nourrir tout ce qui est scénario et qui nous a vraiment permis de faire un petit point. Alors c'est des petites images, des petites explications méthodologiques qui sont assez intéressantes et qui permettent aussi de nourrir tout ce qui est scénario pour la stratégie d'attractivité qu'on avait à développer. Et c'est comment utiliser certaines données, comment on peut mettre en valeur d'autres. Et ça nous sert aussi à la fois pour faire notre stratégie et à la fois pour la suivre et l'évaluer bien sûr, pour voir quels impacts elle a et comment on peut encore enrichir et ajuster les politiques qu'on met en place. Voilà. Merci beaucoup Manon. Très complet, très intéressant également. Est-ce que ça suscite des questions en ligne ou en présentiel? Je ne sais pas. Tout est tellement clair qu'on n'a pas nécessairement des questions ce matin, mais n'hésitez pas à contacter des différentes personnes qui sont chargées de ces différents projets, porteurs des projets ou témoins d'ailleurs, et puis accéder directement au service. Je clôt, je pense, du coup, là, on arrive à la fin de cet événement. Je vous remercie tous pour votre participation et bien sûr, un grand merci à l'ensemble des intervenants qui contribuent au quotidien à innover sur les territoires. C'est vraiment formidable et je vous remercie vivement d'avoir assisté et participé ce matin. Merci beaucoup à tous. Pour ceux qui sont en présentiel, on a un temps d'échange informel qui est prévu, si vous pouvez rester, et les porteurs de projets sont également là pour échanger avec vous. Merci beaucoup.